L'histoire de notre planète est trop souvent racontée à travers le prisme déformant des dinosaures, ces colosses de chair et d'écailles qui ont piétiné la Terre pendant des millions d'années. Nous avons appris à imaginer le tyrannosaure comme le sommet absolu de la terreur, une machine de guerre biologique sans égale. Pourtant, cette perception commune n'est qu'une illusion confortable, un écran de fumée qui occulte des monstres bien plus anciens, plus étranges et infiniment plus vicieux. Bien avant que le premier cri d'un reptile géant ne déchire l'atmosphère primitive, et même dans les replis sombres de l'ombre projetée par leur règne, des créatures issues d'un cauchemar oublié rôdèrent déjà dans l'obscurité. Ces entités ne se contentèrent pas de chasser pour se nourrir. Elles incarnèrent la peur sous sa forme la plus pure, une force brute qui n'avait cure de la grâce ou de la véritable majesté animale. Plongeons d'abord dans les profondeurs ténébreuses de l'océan dévorant du Dévonien, une époque où les mers étaient de vastes théâtres de mort. Dans ce monde aquatique où l'oxygène se faisait cruellement rare, la survie n'était pas un droit, mais une lutte acharnée contre l'asphyxie. C'est ici que surgit le Dunkleosteus, le maître incontesté des abysses. Ce n'est pas un poisson, tel que nous le concevons. C'est une armure vivante de 10 mètres de long. Sa tête était protégée par des plaques osseuses massives, aussi impénétrables que le fer. Le Dunkleosteus ne possédait pas de dents classiques, mais des lames d'os tranchantes qui se frottaient les unes contre les autres à chaque mouvement de mâchoire, s'aiguisant constamment pour devenir des guillotines naturelles. Sa morsure pouvait briser l'acier moderne avec une facilité déconcertante. Habité par une faim insatiable, ce monstre était poussé à la trahison ultime et profonde, le cannibalisme. Rien n'était sacré pour ce titan, déchiquetant les carapaces de ses propres semblables comme s'il s'agissait de simples vers brisés. Toutefois, cette puissance portait en elle les racines d'une tragédie évolutive. Dans cet environnement hostile, la nature avait créé une impasse biologique. Le Dunkleosteus était si lourd, si encombré par son armure, que son propre poids devenait un fardeau mortel. Son arrogance de prédateur ultime, capable de tout anéantir, se heurtait à la réalité d'un métabolisme épuisant. Il était un géant figé dans un monde qui commençait déjà à privilégier l'agilité sur la force brute. Cette impasse illustre parfaitement comment la domination absolue n'est bien souvent qu'un bref sursis avant l'oubli définitif dans les sédiments du temps. Alors que les eaux se retiraient, laissant place à des terres sauvages, une nouvelle silhouette émergea des brumes de la préhistoire. Le Gorgonopsien fit son entrée, bien avant l'apogée des dinosaures. Cet ancêtre lointain de nos ancêtres mammifères était le tueur de la fin du monde. Entre le loup prédateur et le reptile géant, il arborait des canines en forme de sabre qui jaillissaient de sa gueule comme des poignards d'ivoire. Le Gorgonopsien représentait une menace très redoutable, car il possédait une démarche redressée, lui offrant une endurance inconnue chez les reptiles. Il fut le premier à instiller cette terreur psychologique de la traque implacable, celle dont on ne peut s'échapper. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Nos ancêtres mammifères, fragiles et agiles, observaient depuis le couvert des fougères ce prédateur traquer sans relâche des herbivores massifs. À cette époque, la survie n'était pas garantie par la taille, mais par la capacité à rester invisible et à évoluer plus vite que la mort. Le Gorgonopsien régnait sur un monde au bord de l'abîme, secoué par des cataclysmes volcaniques destructeurs. Pourtant, même ce tueur aux dents de sabre n'était que le prélude d'une lignée de terreur encore plus sombre. Tandis que le soleil s'enfonçait derrière l'horizon d'une plaine désolée, une ombre colossale glissa furtivement hors de la boue stagnante d'un marécage tropical. Ce mouvement était d'une discrétion effrayante, une ondulation fluide suggérant qu'une menace plus silencieuse, plus monumentale et infiniment plus patiente attendait son heure dans les ténèbres moites. L'ombre qui s'était glissée hors des eaux fétides et stagnantes n'était pas un simple prédateur opportuniste, c'était le Titanoboa, un véritable titan de chair qui semblait défier les lois de la biologie. Dans la moiteur étouffante du Paléocène, alors que les cendres des dinosaures s'installaient définitivement dans les strates géologiques, ce serpent colossal s'est imposé comme le souverain absolu des zones humides. Mesurant plus de 13 mètres de long et pesant autant qu'un camion, il représentait l'étreinte de la mort sous sa forme la plus pure et la plus inévitable.
Chaque mouvement de ces anneaux massifs dans la boue tropicale épaisse était une symphonie de puissance silencieuse. Pour le titanoboa, la domination n'était pas une question de rugissement fracassant, mais de patience infinie et d'une présence quasi invisible, malgré sa taille absolument titanesque. Nos ancêtres mammifères, ces minuscules créatures tremblantes, dissimulées dans les racines des mangroves, comprenaient que l'eau n'était plus un refuge, mais un tombeau potentiel. Le titanoboa ne tuait pas par cruauté gratuite. Sa motivation profonde était ancrée dans la survie impitoyable de sa lignée. Dans un monde sauvage où chaque ressource était disputée par les survivants de l'apocalypse, il protégeait son territoire avec une vigilance féroce, veillant sur sa progéniture dans un monde où chaque mouvement est espionné. Pourtant, ce règne de silence n'était pas exempt d'obstacles majeurs. Le conflit central de son existence n'était pas seulement la proie, mais la lutte contre l'environnement lui-même. La chaleur extrême de cette époque, bien que nécessaire à son métabolisme de géant à sang-froid, constituait également sa plus grande faiblesse biologique. Pour maintenir sa température sans littéralement griller sous un soleil impitoyable, le serpent devait rester tapi pendant des jours dans les eaux sombres. Cette immobilité créait une tension psychologique insoutenable. On savait que le monstre était là, mais on ignorait où. L'embuscade fatale commençait souvent par un simple frisson à la surface de l'eau, un mouvement si subtil qu'il paraissait irréel. Lorsqu'il frappait enfin, ce n'était pas la morsure qui scellait le destin de la victime, mais la force de constriction monumentale qui suivait. Ses muscles se contractaient avec une pression si intense que le cœur de sa proie cessait de battre bien avant que les os ne volent en éclats. L'impossibilité absolue de s'échapper, cette sensation d'être aspiré dans une spirale de muscles d'acier, est devenue une peur primordiale, une cicatrice indélébile dans la mémoire de notre évolution. Mais tandis que le titanoboa régnait sur les marécages étouffants, une autre forme de terreur s'armait de patience sur les plaines arides. Le Mégalania, le plus grand lézard terrestre ayant jamais existé, incarnait une forme de vengeance biologique sophistiquée. Surnommé le dragon de la vengeance, ce parent colossal du dragon de Komodo mesurait jusqu'à 7 mètres. Sa menace ne résidait pas uniquement dans sa stature ou ses griffes acérées, mais dans une arme bien plus insidieuse, sa salive venimeuse. Contrairement aux prédateurs qui comptent sur l'impact immédiat, le Mégalania jouait avec le temps. Une simple égratignure suffisait à signer un arrêt de mort définitif. Le venin agissait comme une condamnation lente, provoquant une chute de tension, une hémorragie interne et une agonie prolongée que le Mégalania suivait à distance, utilisant sa langue bifide pour traquer l'odeur de la chair en décomposition. La nature semblait avoir trahi l'idée de combat loyal. Ces créatures avaient transformé chaque recoin de la planète en un piège mortel, rendant la force brute des anciens dinosaures obsolète face à cette efficacité chirurgicale. Nos ancêtres mammifères devaient apprendre à naviguer dans ce champ de mines biologiques où le danger n'était pas toujours visible. Cependant, au-delà de la faim primale, un nouveau type de terreur commençait à poindre. Des indices suggèrent qu'une créature émergeait, une bête qui ne suivait plus les règles de la nécessité biologique. Une ombre nouvelle se profilait, annonçant un prédateur qui ne chassait pas uniquement pour se nourrir, mais qui semblait trouver une satisfaction vicieuse dans l'acte même de la traque et du harcèlement social, remettant gravement en cause l'équilibre déjà fragile de l'ordre naturel. L'obscurité des forêts de l'Oligocène vit apparaître une silhouette qui allait redéfinir la notion de terreur. L'antélodon. Surnommé le cochon de l'enfer, ce prédateur n'avait pourtant rien d'une bête de ferme. Imaginez une créature de la taille d'un rhinocéros massif, doté de mâchoires capables de broyer le roc et d'une intelligence vicieuse. Contrairement aux monstres solitaires du passé, l'antélodon introduisit une structure sociale basée sur la domination pure et la peur psychologique. Pour lui, la chasse n'était pas seulement une nécessité métabolique, mais une démonstration de pouvoir brutal et impitoyable. Ses dents, marquées par les cicatrices profondes de combat contre ses propres semblables, témoignaient d'une vie de violence perpétuelle. Ce n'était plus seulement de la survie, c'était de la politique par le sang. Les protubérances osseuses sur ses joues lui donnaient un air démoniaque, des boucliers naturels pour les affrontements féroces qu'il menait quotidiennement pour maintenir son rang.
Sa mâchoire était une presse hydraulique vivante, capable de transformer les fémurs les plus solides en éclats de moelle. Le point culminant de cette ère de monstre se manifesta lors d'un duel des airs pour le contrôle des dernières ressources vitales de la planète. Imaginez une plaine asséchée où les derniers géants se croisent sous un soleil de plomb. Le Mégalania, avec son venin lent et sa patience de reptile, et l'Antélodon, avec sa force brute et son esprit tactique supérieur, se disputent les dernières oasis. Ce choc des titans de la terreur n'était pas un simple combat pour une proie, mais le dernier souffle d'un monde où la taille et la férocité étaient les seules lois. Dans cette arène naturelle, le conflit n'était plus seulement entre prédateurs, mais contre le temps lui-même qui s'écoulait inexorablement vers une fin certaine. L'air vibrait de la tension entre ces deux formes de mort, l'une ancienne, venimeuse et rampante, l'autre moderne, intelligente et implacable. C'était une lutte désespérée pour savoir quelle forme de terreur hériterait finalement de la Terre. Nos ancêtres mammifères, cachés dans la poussière et les racines, observaient en silence ce crépuscule des colosses. C'est ici que s'opéra l'élément de rédemption par l'évolution. Face à ces cauchemars vivants, nos ancêtres mammifères n'avaient alors pas d'autre choix que de se transformer radicalement pour ne pas disparaître. Puisqu'ils ne pouvaient pas être les plus forts, ils durent impérativement devenir les plus astucieux. La peur constante a agi comme un puissant catalyseur biologique, forçant nos lignées à développer une intelligence plus complexe, une rapidité de réaction foudroyante et une coopération sociale inédite. Chaque fois qu'un petit mammifère échappait à la mâchoire de l'Antélodon ou à l'étreinte du Titanoboa, il transmettait à sa descendance les outils neuronaux nécessaires pour conquérir le futur. Cette course aux armements neurologiques nous a permis de passer de proies insignifiantes à maîtres de la planète. Nous sommes littéralement les enfants de la terreur, forgés dans le feu de l'angoisse préhistorique la plus pure. Nos capacités d'empathie et de communication sont nées de ce besoin viscéral de s'alerter mutuellement de la présence du monstre tapi dans l'obscurité. Chaque battement de cœur accéléré face au danger a sculpté notre cortex sur des millions d'années. Mais la fin de ces rois de l'épouvante ne vint pas d'un prédateur supérieur. Ce fut une tragédie de l'extinction plus silencieuse et impitoyable, le changement climatique. Les marécages chauds s'asséchèrent, les plaines se refroidirent, et les géants, autrefois invincibles, réalisèrent trop tard que leur propre spécialisation était devenue leur arrêt de mort. Le Titanoboa ne trouvait plus la chaleur nécessaire pour animer son corps immense. Le Mégalania ne rencontrait plus de proies assez massives pour le nourrir. Ils ne sont pas tombés au combat, mais ont été effacés par une planète qui changeait de décor sans les prévenir. Leur règne s'est achevé dans un silence glacial, laissant la place à des créatures plus petites, mais infiniment plus adaptables. Cette disparition massive a permis l'émergence de la vie moderne, mais elle a laissé une empreinte génétique de peur indélébile dans nos cerveaux. Cette mémoire ancestrale se manifeste encore aujourd'hui dans nos réflexes les plus primaires. Pourquoi sursautons-nous au craquement d'une branche dans la nuit? Pourquoi l'obscurité nous semble-t-elle habitée par des formes que nous ne pouvons pas nommer? C'est parce que le souvenir de ces créatures, bien plus effrayantes que les dinosaures, coule encore dans nos veines. Les monstres ont disparu des plaines, mais ils habitent toujours nos cauchemars. Ils représentent une vérité biologique. La terreur est le moteur de l'intelligence. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un héritage. Le frisson que vous ressentez en regardant derrière vous dans un couloir sombre est l'écho lointain de l'Antélodon qui humait l'air. Ils ne sont pas partis, ils attendent simplement que le monde change à nouveau.